Cela va bientôt faire 3 ans qu'Ibrahim Traoré est devenu l'homme fort du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique, adulée par certains, controversée, donc critiquée par d'autres. On peut se demander pourquoi est-ce que ce chef, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est véritablement un chef, est la cible d'autant de tentatives de déstabilisation. Il y en aurait eu près d'une vingtaine en moins de 3 ans. C'est un cas exceptionnel et ça mérite qu'on en parle. Cet homme a une posture souverainiste très affirmée et il est également auteur d'un certain nombre de réformes audacieuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Nous allons voir dans cette vidéo ensemble pourquoi est-ce qu'il est presque traqué, je dirais, en tout cas si on en croit les informations qui sont diffusées publiquement, et on va analyser son cas. C'est un homme particulier qui représente aujourd'hui pour beaucoup d'Africains un symbole. Prenez de quoi notamment parler tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board, si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra. Soyons rock. Sur cette chaîne, nous évoquons des sujets qui ont trait au développement personnel, à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière et à l'actualité que nous abordons également sous le prisme assez souvent du développement personnel, parce que ça permet, lorsqu'on analyse certaines situations avec un regard différent, de pouvoir soi-même progresser, de tirer des leçons pour son propre parcours. Alors, on va parler donc de leadership principalement dans cette vidéo et on va analyser un petit peu les raisons pour lesquelles il est persécuté. Je tiens à dire tout de suite que c'est pas une vidéo d'analyse politique. Je ne suis pas un analyste politique, ce ne sont pas les approches qui m'intéressent le plus, même si nous sommes tous concernés par la politique d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est la posture de l'homme et surtout le courage, les décisions qu'il prend qui le mettent en danger, et bien évidemment, pourquoi il prend ces décisions et est-ce que ce sont des décisions qui sont à saluer ou pas. Je pense que vous devinerez un peu ma posture à l'écoute des premiers mots que j'ai eu en introduction de cette vidéo, mais je vais quand même vous livrer mon analyse. Premièrement, il y a les réformes qui touchent vraiment les matières premières, ce qu'on appelle les très gros business. Il y a par exemple la nationalisation des mines d'or, c'est un sujet qui n'a pas plu, évidemment, aux partenaires internationaux, puisque les mines étaient contrôlées, en tout cas exploitées, par des multinationales qui ont tout le savoir-faire nécessaires, mais qui, évidemment, en termes de clés de répartition, ne sont pas forcément justes. Vous me direz, il y a un contrat, donc on ne devrait pas se plaindre. Oui, seulement que les contrats qui existent sont des contrats qui ont été signés par les équipes précédentes, les équipes gouvernementales précédentes. Et cela peut ne pas convenir à la vision de celui qui arrive. En tout cas, c'est le cas avec Ibrahim Traoré, qui n'a pas hésité à remettre tout de suite en question ces deals avec les multinationales qui étaient présentes dans l'exploitation minière et qui a préféré créer une société de participation minière du Burkina, c'est ça, la SOPAMIB. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Et c'est une initiative qui a pour but donc de nationaliser le secteur. Bien évidemment, il y aura des couacs au début parce que la maîtrise du sujet n'est pas parfaite, mais je pense qu'il y a la possibilité, avec la volonté, de pouvoir assez rapidement développer les compétences qu'il faut, acheter aussi de la compétence, mais pouvoir l'acheter pour la développer, la répercuter en local, pour qu'au bout de 4, 5, 10 ans, ou même plus, peu importe, on puisse être autonome de ce point de vue-là. Donc, ce sont des ressources et des devises qui vont jaillir en plus grande proportion pour le pays, pour l'État du Burkina Faso. Donc ça, vous imaginez bien que quand vous touchez à ce genre d'accord, vous démultipliez le nombre d'ennemis que vous avez. Parce que ces grosses multinationales, elles sont propulsées par les pays auxquels elles appartiennent. Elles sont également la propriété de personnes extrêmement puissantes qui ont souvent des liens politico-business. Et donc, voilà, ça devient des enjeux très, très, très importants. Ça ne peut pas rester sans résonance, sans répercussion. Donc, il y a ce premier aspect qu'il avait déjà mis en porte-à-faux, parce qu'il est arrivé au-delà du discours qui était très clair dès le départ, un discours souverainiste. Il y a eu ces actions-là, coup de poing, qui ont montré qu'il n'était pas là pour jouer.
On peut d'ailleurs faire une comparaison avec ses homologues du Mali et du Niger, qui sont également sur la même longueur d'onde, plus ou moins, mais qui n'ont pas forcément la même approche. En termes de coup d'éclat, on a au niveau de Traoré une espèce de Sankara qui arrive avec des discours très accrocheurs, des punchlines, comme on dit dans le milieu du rap, qui arrive à mobiliser les gens, qui arrive à susciter de l'émotion, qui parle d'une certaine manière et qui donne l'impression d'être très sincère. En tout cas, c'est l'impression que l'on a quand on l'écoute. Pas que les autres ne sont pas sincères, mais lui, il a cette qualité-là d'orateur qui consiste à pouvoir toucher le cœur des gens. C'est un orateur extraordinaire qui tient de nombreux discours sans notes. Donc, il pense, je crois, quelque part, il croit à ce qu'il dit, il véhicule. Il y a également les tensions avec la Banque mondiale et le FMI. Bon, il a dit d'entrée de jeu en arrivant qu'il n'était pas véritablement intéressé par le mécanisme de ces institutions-là qui, selon lui, prêteraient à des taux pas intéressants, en tout cas, mettraient la corde au cou aux États africains. Donc, lui, il a préféré se retirer. Il a dit qu'il voulait développer le Burkina Faso sans conditionnalité. Je lis ce qui a été dit, sans les conditionnalités imposées par ces institutions. D'accord ? Donc, il y a une vraie volonté d'émancipation. Est-ce qu'il va y parvenir ? C'est une autre question. Je pense qu'il était dans une démarche particulière qui consistait à donner le ton. Ça ne veut pas dire qu'il ne retournera pas à la table de négociation. Est-ce qu'entre-temps, il n'a pas échangé avec ces institutions ? Je ne sais pas. Je n'ai pas non plus suivi cet aspect-là de très près. Ce qui est certain, c'est que rien n'est à exclure. Moi, je pense que les gens ont besoin d'argent. Les gens, ici je parle des États. Les États ont besoin d'argent. Ils vont chercher de l'argent où il est. Ils vont donc évaluer les autres pistes. S'ils n'en trouvent pas, ils vont peut-être retourner vers le FMI, la Banque mondiale, ou ces institutions vont peut-être leur faire des propositions avec des modalités un peu différentes. Parce que quand il dit qu'il ne veut pas ces conditionnalités, il ne dit pas qu'il ne veut pas du tout l'argent de ces institutions. Mais il le veut éventuellement à d'autres conditions. Et c'est là que je dis que c'est un véritable orateur et un stratège. Il sait mener sa barque. Donc lorsque vous vous opposez à ce type d'institution, vous devenez également un élément à abattre. Qui veut sa peau ? C'est une autre question. Il y a beaucoup d'allégations. Moi, je ne suis pas là pour invectiver X ou Y parce que même s'il y a des allégations, même s'il y a des suppositions poussées, tant qu'il n'y a pas de preuves, il faut faire attention à ce qu'on appelle le principe de présomption. On sait que les ennemis sont forcément occidentaux et qu'ils peuvent se servir évidemment des tensions terroristes et autres qu'il y a dans la région pour soit faire plier un régime, soit vraiment le challenger. Donc ça, c'est une réalité. L'alliance avec la Russie ne fait pas non plus d'Ibrahim Traoré le meilleur ami des puissances occidentales traditionnelles. Parce que dès le départ, il a montré son ouverture vis-à-vis de la Russie, avec cette volonté-là qu'on retrouve au niveau des différents pays de l'AES, de se rapprocher donc de ce qu'on pourrait appeler un contre-pouvoir. Globalement, le but, c'est de dépendre moins des nations telles que les États-Unis, la France et toutes les autres qui, pendant longtemps, ont eu le monopole de plusieurs activités, de plusieurs secteurs dans ces pays-là et ont eu du poids même au niveau des décisions politiques. Donc cette volonté-là, c'est une volonté que moi je comprends comme une envie de créer un peu plus d'équilibre. Moi, je ne pense pas qu'ils soient tous dans la perception extrémiste qu'on peut retrouver chez certaines personnes en ligne qui commentent en disant abat totalement tel pays, c'est fini. Alors moi je pense pas. Les dirigeants, ce sont des personnes qui, même quand elles sont radicales, ont l'intelligence nécessaire pour rester dans une certaine modération. Et je crois que le but, par exemple, lorsqu'on suspend une compagnie aérienne, c'est pour l'amener à la table des négociations. Et ça, Ibrahim Traoré, il sait très bien le faire. Il sait dire non, j'en veux plus, sortez d'ici, pour ensuite que les gens viennent s'asseoir pour échanger éventuellement. Et la réorientation géopolitique qu'il y a en cours au niveau de l'AES, c'est une réorientation qui va impacter toute notre sous-région et bien au-delà, parce que les cartes sont en train d'être redistribuées. Il y a des tensions avec les États-Unis, avec la France, et donc la Russie essaie de se repositionner, la Chine aussi. Bon, évidemment, comme on dit, celui qui perd et qui part laisse sa place à quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces décisions qu'il y a eu vraiment en très peu de temps ne l'ont pas rendu populaire auprès des anciennes puissances qui étaient encore en Afrique, mais elles l'ont rendu très populaire aux yeux des Africains.
Et je pense que c'est un des problèmes principaux. Au-delà de toute cette décision, des réformes, on va revenir là-dessus, il y a une symbolique forte. Et cette symbolique se traduit par certaines réformes, justement. Quand vous prenez les réformes qu'il y a eu au niveau des toges, d'accord, lorsqu'il a décidé, Ibrahim Traoré, de remplacer les toges judiciaires d'origine française par des tenues traditionnelles en coton local, le faso d'Anfani, ça a fait jaser. C'est quelque chose de symbolique, mais c'est quelque chose de puissant. C'est une manière de dire, nous sommes nous voulons nous développer à travers notre propre culture, selon notre base référentielle, et nous ne souhaitons plus être dans du mimétisme aveugle. Et ça, c'est un coup de pied qu'il donne à certaines habitudes. C'est un pied de nez surtout. C'est presque provocateur. Et c'est symbolique. C'est même pas presque, c'est provocateur. C'est symbolique. Il y a également mèches et compagnie qui ont été interdites, en tout cas dans les écoles. Et même pour les garçons, on a demandé des coupes non fantaisistes pour instaurer ou essayer d'instaurer à nouveau, de stabiliser un peu les choses, instaurer une sorte de nouvelle dignité ou de regain de dignité et stabiliser toute cette érosion de valeurs à laquelle on assiste depuis plusieurs années un peu partout dans le monde, accélérée bien sûr par les réseaux sociaux qui ne diffusent en grande partie que des images, des principes ou des valeurs qui sont assez dégradantes. Donc, ce type de réforme vient renforcer la notoriété d'Ibrahim Traoré, qui n'est pas un populiste, mais qui est un stratège. À mon sens, ce n'est pas un populiste. Il ne prend pas des décisions juste pour faire plaisir aux gens et faire parler de lui. Par contre, il sait jouer sur les deux tableaux. Il prend des décisions stratégiques, mais il sait très bien que certaines d'entre elles vont faire parler et vont porter son combat. C'est quelqu'un qui utilise la communication aujourd'hui de façon très habile. Il est jeune, il a la trentaine à peine, donc il connaît le pouvoir de la communication des réseaux sociaux. Je pense qu'il maîtrise bien ça et il doit avoir une bonne équipe qui travaille avec lui et qui sait allumer des petits feux ça et là pour que Internet ensuite serve de relais et que ses propos enflamment différentes plateformes. C'est quelqu'un qui sait utiliser vraiment les canaux sociaux et la preuve, c'est qu'il est soutenu un peu partout. Et c'est là le vrai problème. Je pense que les gens lui en veulent, surtout pour ça, et que les multiples tentatives d'assassinat qu'il y a eu et de déstabilisation à son endroit sont dues au fait qu'il est mobilisateur. Aujourd'hui, il y a de nombreux Africains qui se retrouvent en lui. On a l'impression que les gens ne cherchent pas uniquement à parler du Burkina Faso. Non, moi j'ai vu des vidéos où il y a des afro-descendants dans les Caraïbes, aussi bien francophones qu'anglophones, aux États-Unis, un peu partout, qui parlent d'Ibrahim Traoré. J'ai même vu des podcasts focalisés sur la culture urbaine américaine, où on parle beaucoup de rap, de streetwear et tout ça, où des gars parlaient de « Do you know Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso ?» Et il y a d'ailleurs un extrait où on voit le host, le présentateur du podcast, demander à celui qui intervient en disant ça, mais c'est où le Burkina Faso? Parce qu'il ne connaît pas. Et l'autre lui explique que c'est en Afrique de l'Ouest. Donc ce monsieur, aujourd'hui, est en train de créer une révolution à son niveau qui fait qu'il est soutenu par des personnes du monde entier. Il y a même de nombreux Occidentaux qui soutiennent Ibrahim Traoré dans sa démarche. Et c'est ça qui dérange. Je pense que ça dérange beaucoup plus que les intérêts économiques. Évidemment, tout est lié, mais cette symbolique-là dérange. Parce qu'en fait, il vient ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Il réveille un patriotisme, un panafricanisme un peu endormi ou somnolent. Et il va inspirer d'autres. C'est ça le danger pour des institutions ou un système qui ne voudrait peut-être pas que les choses changent. Parce qu'il va donner envie à d'autres de prendre le risque d'eux. Et croyez-moi, nous vivons une ère, et vous le savez, vous le voyez, nous vivons une époque où les Africains, ils ont cette envie de réveil, d'autodétermination. Il ne suffit pas de le vouloir, il faut passer à l'action. Ce n'est pas aussi simple. C'est pour ça que des gens comme Ibrahim Traoré sont considérés assez souvent comme des bénédictions, parce qu'ils arrivent à des moments où
ils portent le combat de beaucoup d'autres. Ils ont le courage de faire ce que beaucoup veulent, mais ne parviennent pas à tenter. Et donc, ça devient un homme à abattre, un éveilleur de conscience, quelqu'un qui pourrait être le début d'un mouvement. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Nous n'en savons rien. Ce qui est certain, c'est que s'il y a eu autant de tentatives de déstabilisation, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il est assez bien entouré, mais le danger n'est pas écarté. Et aujourd'hui, il est considéré un peu comme la prunelle des yeux de beaucoup d'Africains. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je ne le cache pas. Et je crois que nous sommes nombreux à admirer ce qu'il fait, à souhaiter qu'il puisse parvenir à ses fins, qu'il puisse matérialiser sa vision. Et on espère que ça va entraîner un réveil collectif. Parce que le réveil en question, ce n'est pas un réveil par les armes, forcément, nécessairement. C'est un réveil qui doit s'opérer au niveau individuel. Nous devons comprendre qu'il est temps de bâtir chez nous. Il est temps de prendre des décisions courageuses. Il est temps de négocier des repositionnements. Et quand des négociations ne sont pas possibles, il faut parfois pouvoir s'affirmer. Il est temps de prendre notre courage à deux mains et de développer ce qui pourrait nous mettre en place, de développer des projets qui pourraient nous permettre d'être indépendants dans quelques décennies. Voilà, c'est le message que j'avais à passer à travers cet homme-là. On comprend que c'est un homme à abattre. Donc que nos prières l'accompagnent, que chacun le porte dans ses prières et qu'on lui envoie de l'énergie positive tous les matins. De toute façon, les ancêtres sont avec lui et nous espérons qu'il ne sera pas trahi par un frère, comme ça a souvent été le cas dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du monde d'ailleurs. Parce que lorsque vous êtes tout en haut et que vous avez forcément des ennemis, c'est toujours de l'intérieur que vient la trahison. On espère que ça ne se produira pas et qu'on assistera à l'exception qui confirme la règle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis. Mettez un petit like, partagez cette vidéo parce qu'il faut que le maximum de personnes écoutent ce genre de raisonnement pour s'en imprégner. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.